pour mes obsèques, je n'ai qu'une seule requête, et je l'ai dit à mes enfants. Je voudrais être cramé, mes cendres dispersées, et je voudrais que vous les regroupiez après. C'est le seul regret que j'aurais à mourir, c'est de ne pas assister à ça. Salut Alexandre, bienvenue dans All In, le format où on pose toutes les questions sur la table. Vous êtes prêts? Je sais pas, vous verrez. Est-ce qu'on peut vous tutoyer? Dites oui s'il vous plaît, on vous a tutoyé sur toutes les autres cartes. Tout ça c'est tu là? Ok. Oui, pourquoi? Mais je sais pas ce que c'est que cette légende qui dit qu'on peut pas me tutoyer, c'est fou. C'est moi qui aime bien vous voyer. Mais c'est pas un truc où j'éloigne les gens. J'aime bien vous voyer parce que je trouve ça élégant. Vous avez pas envie d'être élégant, faites ce que vous voulez. Voilà, on va se tutoyer. Tu as un astéroïde à ton nom. Comment il va? Bah écoute, il est toujours, je crois qu'il est retourné dans la ceinture de Kepler. Ça fait pas partie des astéroïdes qui menacent la Terre. Croyez bien que je le regrette. Si jamais un jour il y a un astéroïde qui menace la Terre, j'avoue que j'aimerais bien que ce soit le mien. C'est quand même un peu la classe, quoi. Tu préfères quelle étape dans la conception d'un film? Il y en a plusieurs, les gars, c'est compliqué. J'adore la composition, parce que je crois qu'encore, j'ai pas ressenti de plaisir supérieur au fait d'avoir composé quelque chose et d'arriver à l'orchestre, en l'occurrence à l'ONL à Lyon, et d'envoyer la purée. J'avoue que ça reste un truc zinzin, mais j'aime tout, mais j'aime surtout retrouver mes équipes. J'adore mes équipes. Quand on a 7 enfants, on fait quel plat pour faire plaisir à tout le monde? Ah, c'est ragoût di carne. Ça, j'y passe à chaque fois. Puis des chiantes, quoi. Et le céleri, et le machin, et tout ça. C'est ma fille Jeanne, souvent, qui dit « Oh, en ce moment, ça veut dire qu'il faut que je fasse des pâtes. » Est-ce qu'on peut avoir la recette et les quantités? Non, vous pouvez pas avoir la recette et les quantités. Démerdez-vous. Ragoût di carne, c'est ce qu'on appelle ici les bolognaises. Ça n'existe absolument pas, les bolognaises. À Bologne, ils savent pas ce que c'est. Mais bon, voilà, c'est au ragoût de viande, quoi. Faites un ragoût de viande. Vous savez, les pâtes, c'est très simple. C'est tous les super plats. Genre pot-au-feu, machin, daube de trucs. En fait, vous les faites, vous les laissez un peu reposer. Le lendemain, vous prenez tout ça, vous coupez en morceaux, vous foutez avec des pâtes. C'est toujours les meilleures pâtes, c'est toujours ça. C'est celles avec les trucs mijotés. Tu peux vivre une journée dans le passé, tu remontes en quelle année? Ah, je vais prendre un cours avec Bach. Chapelle Saint-Thomas, on va dire, il est mort quand, lui? Attends, il est mort en 1750, ben, je sais pas, à la fin, 1746, Leipzig, Chapelle Saint-Thomas, ding dong, est-ce que le Kapellmeister Cantor Bach pourrait me donner un cours, s'il vous plaît? J'essaye, à mon avis, c'est mort, puis je parle pas allemand, donc... Ça t'arrive de regarder des vidéos en x2? Non. Non. Et pourquoi? Pour une raison très simple, parce qu'en fait, à la limite, l'image, mais c'est surtout le son qui est pourri en x2. C'est donc non, je ne regarde pas des vidéos en x2. Tu dois faire le remake de Kaamelott pour les États-Unis. C'est quoi le casting? Les 78, là, faut que je trouve de K22. Le casting, qui c'est qui me remplace? Il faut que je me remplace, hein. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne parle anglais, c'est jamais nous, etc. Il faut des mecs connus et tout ça. Le roi Arthur, un mec désabusé qui a pas envie, c'est peut-être Downey Junior, potentiellement, c'est pas très inventif, mais on pourrait mettre Waltz dans Lancelot, on pourrait mettre... qu'est-ce qu'on mettrait dans Caradoc? Peut-être Jack Black. Guenièvre, on mettrait qui dans Guenièvre? Demi Moore. Ou Zeta Jones? Zeta Jones, peut-être. Ah, péché, ils s'amuseraient entre eux. Nous, je ferais quoi? Moi, rien. J'aurais vendu le truc et puis j'ai... Quel compositeur? Quel compositeur? Bah ça, à la limite, ça pourrait être américain. Ou le compositeur, ça va, ils peuvent prendre l'existante. Non, ils ne voudraient pas, non, ils voudraient tout refaire. Mais c'est vrai qu'ils refont tout, eux. Quel compositeur pourrait faire le truc? J'aurais adoré que ce soit Richard Robbins, mais il est décédé. C'est quoi le meilleur placement stratégique pour un bon Paris-Lyon en TGV? Le meilleur placement stratégique, c'est une place unique avec personne en face de soi, ce qui est très très dur. Vous avez le duo côte à côte, ça va, parce que vous avez les jambes dans le même sens et vous pouvez roupiller. Moi, j'essaye de me mettre côté vitre, parce que quand je roupille, j'ai tendance à ouvrir la bouche, baver et faire des apnées du sommeil. J'essaye de ne pas être côté couloir pour pas qu'on fasse des trucs et des photos en disant voilà, ça pourrait m'éviter ça. Donc, le duo, ça va.
Le solo, c'est le meilleur parce qu'on a la paix. Le duo face à face, bon, bah, on se gêne avec les guitares. Mais voilà. Et le carré, quand tu tombes sur un bon séminaire, là, de gars qui sortent un peu excités parce qu'ils sont en colo et ils ont décidé de parler boulot et que t'es avec 3 gars qui se cassent, il y en a un qui drague un peu machin, il y en a un qui, voilà, parce que c'est la sortie, quoi, c'est le truc. Et oui, donc j'ai eu Michel au téléphone, donc point de vue du machin, du truc, putain, mais je vais en buter un jour. Avec son ordinateur de 1988, avec l'étiquette là. Je vais le prendre, je vais mettre sa gueule dedans, vac, un coup sec, je ne sais pas, mais un jour, ça va mal se passer. Fermez-la, les gars. Laissez-moi dormir, on est tous là, on est ensemble, calmez-vous, on fait pas partie du truc, on sait que vous allez à l'hôtel machin et que vous avez pris l'option petit-déj, mais on s'en branle, je m'énerve pour rien. Il faut que tout le monde s'amuse. Instant promo, t'as 30 secondes pour faire la promo, regard caméra. Il y a un film qui sort bientôt qui s'appelle Kaamelott, second volet, première partie, mercredi 22. C'est un excellent film, il ne faut pas le louper, parce qu'on ne peut pas louper les bonnes choses, finalement. Voilà. Je ne sais même pas si ça fait 30 secondes, et je pense que ça ne fait pas tellement la promo. Est-ce que ça file envie aux gens d'aller le voir? Non. Est-ce que c'est très grave? Rouge? Tu as des origines italiennes par ta mère, tu préfères manger des carbos à la crème ou des pizzas à l'ananas? Faut arrêter avec ce truc. Il y a quand même, la population est divisée en 2 parties avec les carbonara. Il y a ceux qui savent faire les carbonara et qui aiment bien les carbonara pour ce que c'est, italien ou pas, je veux dire, c'est une recette, quoi, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Et puis il y en a qui disent « Oh, ça va, hein, on peut mettre de la... » Non, mais oui, bien sûr que ça va, vous pouvez mettre de la crème dans vos carbonara, vous pouvez mettre de la merde aussi, vous faites ce que vous voulez. C'est pas le problème, c'est que les carbonara, ça vient d'une certaine région, c'est plutôt romain, il y a du pecco et du parmesan dedans, mais le pecco, c'est important. Moi, j'ai été élevé au pecco. Il n'y avait pas de parmesan. Chez moi, c'était du pec. C'est pareil, c'est pas du snobisme, c'est que ça a un goût. Les carbonara, c'est des pâtes à l'œuf. C'est pas des pâtes à la crème. Le goût de la carbonara, c'est l'œuf. La guanciale, effectivement, faut en trouver, mais on en trouve partout maintenant. C'est de l'ajout de porc, c'est du salumi, quoi. T'en trouves un peu, tu fais ça, tu fais cramer ça. T'as une sauce à l'œuf, parmesan pecco, eau de cuisson. C'est de l'eau de cuisson qui est là pour délier tout ça. Et c'est un peu chiant à faire, c'est un peu dur, mais quand tu mets ça sur des pâtes, putain, c'est bon, quoi. Mais c'est vraiment bon, les carbos. Donc, bouffez les carbos comme vous voulez, j'en ai rien à secouer. Mais par contre, les bonnes carbos, c'est une sauce à l'œuf. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon quand les gens savent le faire. Pizza à l'ananas, j'aime bien en plus. C'est quoi l'opportunité professionnelle que tu as refusée et que tu regrettes? Radio Star. Je l'ai refusé parce que c'est vrai que je pouvais pas, tout ça, machin, mais j'aime bien ces gens, j'aime bien le film, tout ça. Cordina qui est 100 fois mieux que moi, mais je veux dire, on en avait parlé, j'avais l'occasion, machin, puis j'ai pas fait, voilà, Radio Star. Est-ce que tu as déjà eu un mentor? Ouais, j'en ai eu plusieurs, des mentors. Un pianiste qui s'appelait Mario Stanchev au Conservatoire de Lyon. Quand j'avais 13 ans, il est arrivé pour ouvrir le département de jazz. Et pour la première fois de ma vie, je jouais de la contrebasse avec lui, dans un combo, il y avait un saxophoniste, tout ça. Et puis c'était très libre, tout d'un coup, on pouvait faire des tas de choses que je savais pas, parce que moi je faisais de la musique depuis longtemps. Mais lui, il est arrivé, et même à la fin du cours, il dit « Tiens, reste avec moi, viens, on va faire un walking ». Un walking, c'est une manière de jouer de la contrebasse en marquant les accords. Et je jouais avec ce gars-là, j'avais 13 ans, et on jouait ensemble, et on jouait par plaisir, et il était content de jouer avec moi. C'est dingue, parce qu'au conservatoire, c'était pas l'ambiance, c'était plutôt rigide, plutôt faut faire ce qu'il faut faire, machin, faut travailler comme ci, déchiffrer, machin. Il y avait un mec qui jouait avec moi, parce qu'il aimait bien jouer avec moi. Un grand, hein. C'était génial. Pour toi, quel est le mot le plus beau de la langue française? Dans sa consonance, hein, on parle pas de sémantique. Il y a des mots que je trouve très beaux. Que je peux en donner un. Pendulaire. J'adore le mot pendulaire. Je sais pas pourquoi. C'est quoi la question qu'on ne t'a jamais posée en interview que tu aurais aimé qu'on te pose? Pourquoi être passé à des optiques anamorphiques sur l'Alexa 65 pour ce volet 2? J'aimerais bien aimer qu'on me pose cette question. Personne ne me la pose. Et pourquoi, du coup? Pourquoi quoi? Pourquoi, Reposez la question. pourquoi y passer Alors en fait, le premier volet,
était aussi avec l'Alexa 65, qui est une caméra moyen format. C'est-à-dire que le capteur est très très balèze. En l'occurrence, c'est 3 capteurs collés l'un à l'autre pour en faire un seul. On avait des objectifs sphériques au début, et en fait, si j'avais un truc à corriger du KV1, je le trouve un peu chirurgical dans l'image. Je trouve que l'image est magnifique de cette caméra, mais on était un peu chirurgical. Et là, on a travaillé avec des objectifs Hawk qui ont une anamorphose à 1.3. Ça adoucit, ça casse un peu la chirurgie de ce capteur, et on a encore mieux profité de cette caméra avec ces optiques-là. Et en plus, on s'est fait faire par les films de La Chapelle un petit plugin qui vient par-dessus mettre un petit peu d'éléments de chaos de pellicule analogique, très léger, avec une courbe de colorimétrie un peu particulière, et le tout, la 65, les optiques et ce plugin, je suis fou de l'image du deuxième volet. Je le dis d'autant que c'est pas moi qui la fabrique avec mes mains. Au moment où on l'a tourné, je pense qu'on avait à peu près la meilleure qu'on puisse faire en numérique aujourd'hui. Tu fais quoi quand tu fous rien ? Quand je fous rien du tout, qu'est-ce que je fais ? Je dors, parce que j'ai envie de dormir. Je fais la bouffe, souvent. Je fais des trucs très domestiques, très ménagers, courses, des trucs. Et quand je fous rien, que je fais vraiment ce que je veux, en ce moment, ce que j'aime bien faire et ce que j'ai hâte de faire, c'est de programmer. Ça t'arrive de remater des épisodes de Kaamelott aujourd'hui ? Non. J'avoue que non. Je m'intéresse beaucoup au Kaamelott de demain, pas trop au Kaamelott d'hier. Je le rejette pas, hein. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le labo, l'expérience, ce qui nous attend, tout ça, comment on va le faire, que ce soit Kaamelott ou autre chose d'ailleurs. Mais je regarde pas mes vieux trucs. Et même en période d'écriture, pour revenir sur l'histoire qui a déjà été racontée, ou comme ça, pour reprendre... Alors, il y a 2 trucs. Pour pas faire de conneries dans une écriture de Kaamelott, avant KV1, j'ai tout rematé. D'ailleurs, quand je suis tombé sur la 5, je me suis dit, putain, il va pas bien le mec qui a écrit ça. Je sais pas qui c'est, mais faut lui filer un cachet ou 2. Mais sinon, il y a Wikipédia aussi, sur Kaamelott. Je sais pas qui c'est qui le fait, mais il est sacrément bien fourni. Moi, à chaque fois que je me pose une question sur un truc, un Wikipédia ou des sites ou tout ça, je consulte parce que je me souviens plus ce que j'ai fait, le machin, le truc, pour pas faire de conneries ou d'incohérences. Souvent, c'est sur Internet. Pour ou contre les vocaux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les vocaux, les messages vocaux ? Contre, absolument contre. J'ai pas écrivez un truc, ça va. Vous savez, le vocal, ça impose une présence. C'est un truc en direct. C'est envahissant. On a envie de dire, bah merde, il faut que je fasse un vocal de retour, moi. Sinon, ça veut dire qu'en face, on a fait un effort que je ne fais pas moi. Alors qu'en fait, l'écriture, c'est pas invasif. On lit quand on veut. Ça arrive à n'importe quelle heure. Tu reçois un message à 3h du matin, c'est pas grave, tu réponds le lendemain. Le vocal, non, non. C'est mieux que l'appel. Ah putain, l'appel. Non, mais ne m'appelez pas. C'est pas envie, on va pas parler au téléphone. Ça me rend zinzin. C'est quoi le cadeau le plus dingue qu'un fan t'ait offert ? C'est pas vraiment un cadeau, parce que c'est un petit peu entre le cadeau et le placement de produit, mais quand même c'est un cadeau, c'est offert. C'est David Rutten, qui est un créateur de montres, qui m'a offert une montre en météorite. Les cadeaux les plus émouvants, c'est souvent les enfants qui dessinent Arthur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Kaamelott et puis qui aiment la charcuterie, le fromage et le machin. Voilà, moi je bouffe pas de charcuterie, je bois pas d'alcool, donc je me retrouve pas forcément dans cette ambiance là. En revanche, les enfants, quand ils aiment Kaamelott, ils s'inquiètent pour Arthur de manière très prom dog. C'est-à-dire, est-ce qu'il va retirer l'épée ? Est-ce qu'il va mieux ? Est-ce qu'il va partir à l'aventure ? Alors ils me dessinent des trucs avec des petites épées, des machins, parce qu'ils ont envie que le mec parte. Et je trouve que c'est un très bel hommage que de voir que ça a touché des gens de cette manière-là. C'est pas les cadeaux les plus dingues, mais c'est de très loin les cadeaux les plus touchants. Tu viens de piocher la carte All In. T'es prêt ? Je suis prêt, j'espère, parce que je sais pas ce que ça veut dire, et je ne sais pas si c'est dangereux, qu'est-ce qui m'attend. Elle est dorée ! Putain, et c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Ok. Ah bah, 51 ans maintenant, la presbytie, je vous le souhaite. C'est la fin du monde, la planète Terre vient bientôt exploser à cause d'un astéroïde, comme dans le film Armageddon, sorti en 1998 et réalisé par Michael Bay, avec notamment Bruce Willis, Ben Affleck ou encore Liv Tyler. Bref, ça va péter. Mais pas de panique, tu avais anticipé ça, car tu as construit un vaisseau pour t'enfuir avec toute ta famille. Évidemment, tu choisis d'aller sur une exoplanète. Pas folle la guêpe, cette planète, c'est Proxima Centauri B, et elle se trouve à environ 40 000 milliards de kilomètres de nous, sur 4,4 années-lumière exactement. Ça va être long. Tu prends quoi comme jeu de société pour faire passer plus vite le voyage ?
Alors, que je vous explique, les gars. Elle est à 4,4 années-lumière de nous, cette exoplanète. Premièrement, rien ne prouve qu'elle est vivable. Elle a des points communs de gravitation a priori. On n'a pas du tout les moyens de parler de température, de trucs. Bon, elle est peut-être cousine. Mais on est d'accord que c'est un voyage où on risque d'arriver dans un truc où on meurt instantanément. Bon, bref, mettons que. Aller à la vitesse de la lumière, c'est réservé aux éléments qui n'ont pas de masse. Okay, il n'y a que les éléments qui n'ont pas de masse, et c'est pour ça que les photons vont à la vitesse de la lumière, c'est parce qu'ils sont débarrassés de la masse. Rien qui a une masse ne peut aller à la vitesse de la lumière. Donc un vaisseau, j'ai autant vous dire que le voyage ne va pas du tout durer 4,4 années. Il va durer des milliers d'années. Donc, à la question, qu'est-ce que je prends comme jeu de société pour tenir un millier d'années ou plusieurs? Les gars, il va falloir que ce soit un jeu qui propose des variations, parce que sinon, on va vite se faire chier. Caylus. La version étendue de Caylus, un peu luxe, parce que pour quelques milliers d'années, je peux avoir la boîte luxe, s'il vous plaît, avec les jolis jetons en métal et tout ça. C'est très long. Non. Ah si, vous avez dit jeu de société. Non, parce que sinon, jeu de rôle. Jeu de rôle, c'est libre, c'est générique, ça peut devenir tout ce qu'on veut. Je prends un jeu de rôle, je prends une bible de jeu de rôle générique comme un GURPS, un Quest, un Revolution 1000. Voilà, je prends un Revolution 1000 et on joue au jeu de rôle. Mais alors, pour le jeu de société brut, à mon avis, ouais, Caylus. Agricola. Non, Agricola même. Agricola, un truc bien long, avec on farme des moutons, des trucs. Ouais, j'espère. Enfin, même Agricola, j'aime beaucoup, mais 1000 ans. T'avais parlé déjà dans le jeu de rôle Camelot. Ça serait quoi le principe? Le jeu de rôle Camelot, c'est toujours un truc qui me fait très envie, parce que Camelot, c'est un monde. Il peut tout s'y passer, il y a des lieux et des gens, mais il y a surtout des règles à trouver. Donc la particularité du jeu de rôle Camelot, ce serait de toute façon un jeu de rôle heroic fantasy classique, dans la base des choses. Il y aurait du D100, parce que moi ce que j'aime c'est toute la gamme des dés. Les dés où il n'y a que des D6, je préfère utiliser tous les dés. Et je pense qu'il y aurait forcément une idée de PNJ, c'est-à-dire qu'en fait rencontrer les gens de Camelot, ou en tout cas qui fassent partie de l'histoire, et qui soient surtout des gènes, je pense que ce serait une bonne base, mais il y a beaucoup à réfléchir pour trouver un jeu de rôle Camelot qui se distingue des autres jeux et qui soit très intéressant pour les players. Ça ne s'agit pas d'avoir envie de le faire, il faut trouver l'idée qui fasse que les gens y jouent, parce que moi je ne vais pas sortir ça juste pour foutre dans l'étagère et puis pas le prendre, je veux voir des gens jouer avec. Donc pour le moment, je n'ai pas le... Selon Raph, notre directeur de création, il y a 2 A à Camelot pour Alexandre Astier. Tu confirmes? Je ne sais plus quelle est la connasse que j'ai rencontrée qui m'a dit, parce que j'ai un fils, et mes 2 derniers fils s'appellent Aaron et Isaac, qui a 2 A dans leur nom aussi. C'est pour Alexandre Astier, c'est ça, pour les initiales? Non. Non. Je vais vous dire, Camelot, je lisais des livres de Jean Marcal, qui est un spécialiste de la légende arthurienne, et en fait, il donnait une orthographe de Camelot très belle, qui était Camaalot. C-A-M-A-A-L-O-T. Je trouvais ce truc super. J'ai repris cette idée des 2 A, qui n'est donc pas la mienne, je les ai mis au début. Et d'abord, ça s'appelait Camelot avec un seul T à la fin. Mais on s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de gens disaient Camelot. Les 2 T de la fin de Camelot sont juste là pour empêcher les gens de le prononcer Camelot. Voilà pour l'idée. C'est tout. Je me suis gouré de défausse. Tu te rends compte? C'est quoi ton top 3 des punchlines de Camelot? Bon, c'est pas tellement à moi de les avoir, mais il y en a une. Alors, Arthur demande à Guetno, le paysan, de lui fournir des fleurs pour offrir à quelqu'un. Et comme c'est pas du tout dans la culture de Guetno, il dit: vous êtes sûr que vous voulez offrir des fleurs? C'est pas une chèvre, c'est bizarre, quoi. Vous préférez pas ouvrir un truc utile, une brouette, tout ça? Et Arthur dit: non, c'est tes fleurs, c'est parce que j'aimerais exprimer mon transport. Et Guetno lui répond: ah, pour le transport, vaut mieux la brouette. Fleurs, unique, belle, vite. J'ai besoin d'exprimer mon transport. Pour le transport, vaut mieux la brouette. Un truc auquel je crois beaucoup, c'est on n'est pas chef parce qu'on le mérite. On est chef parce qu'on est désigné par le hasard. On devient chef après. Je mérite pas d'être chef. Non, on ne devient pas chef parce qu'on le mérite, andouille. On devient chef par un concours de circonstances, on le mérite après. Et c'est très important cette histoire-là, parce que les gens en ce moment, je vois sur les réseaux avec cette histoire de mérite, mais ils sont zinzins les gars. Il faut mériter les choses et les faire après, c'est pas comme ça que ça marche. On se fout des costards, on se dit voilà je vais faire ça, on le mérite pas, et puis on se débrouille pour le mériter. C'est tout le monde pareil, à tous les stades, tous les âges, tous les métiers, tous les trucs. On mérite après, on fait et on mérite après. Voilà, j'en ai fait que 2, mais c'est déjà pas mal.
Selon Selon Astrothème.fr, tu es né le dimanche 16 juin 1974 à 20h45 à Lyon. Tu es donc Gémeaux ascendant Sagittaire. Selon Astou, notre spécialiste astro du bureau, ça veut dire que tu as un besoin de liberté accrue, que tu es très spontané et que tu détestes les personnes autoritaires qui veulent t'imposer des choses. Tu confirmes? Je confirme. Je confirme qu'il est facile, en entendant parler sur les antennes depuis toutes ces années, qu'il est très facile de distinguer un trait de caractère à affubler a posteriori aux Gémeaux ascendant Sagittaire, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont pas nés le 16 juin 1974 à 20h45 à Lyon, ils aiment bien donc qu'on les enferme. La liberté, c'est pas trop leur truc. Ils sont pas très spontanés, c'est plutôt des mecs du réchauffé. Et ils adorent les personnes autoritaires qui viennent leur casser les noix. Donc, écoutez, oui, je trouve que c'est assez juste. Enfin bon, c'est assez juste. À mon avis, c'est pas le Gémeaux ascendant Sagittaire, il est pas pour grand-chose. Arrêtez avec ces conneries, là, s'il vous plaît. Soyons sérieux 2 minutes. Hein? En plus de ça, ce qui est absolument dingue, c'est que personne ne se pose la question de savoir que les horoscopes, l'astrologie prend en compte un univers en 2D. Les constellations, les gars, on est d'accord que quand on les regarde comme ça, elles sont ensemble, mais si jamais on se met de côté, elles ont des milliards d'années-lumière de distance les unes de l'autre. Elles sont pas proches du tout. Hein. Oh, ça m'énerve. On va pas parler de ça, hein, parce que... Après, il peut y avoir une carte sur les religions aussi. Ça peut peut-être énerver papa. On va voir. C'est quoi l'appli la plus improbable dans ton téléphone? Elles sont pas vraiment improbables. Qu'est-ce que je pourrais avoir de bizarre dans mon téléphone? J'ai l'appli qui allume mon matos. C'est une prise connectée. Donc, j'arrive dans le studio, il y a les enceintes, tout ça, tout est éteint. Je prends mon téléphone, je fais et ça fait... Et après, je travaille. C'est pas si bizarre que ça. En ce moment, je fais pas mal de Brilliant, hein, une appli où il y a plein d'exercices de maths et tout de machin. Voilà, c'est pas improbable. Non, une appli con. Vous voudriez une appli con. Je peux regarder? Dibimeter, c'est pas con. Dibimeter, c'est une appli qui permet de mesurer les décibels. Et en fait, je m'en sers parce que comme j'ai pas mal d'enceintes, genre j'ai la gauche, la droite, j'ai la centrale, j'ai le caisson pour monter tout ça, etc. En fait, je le mets comme ça, là. Et puis je mesure un petit peu les enceintes une par une pour vérifier qu'il n'y en a pas une qui crache trop, machin. C'est pour équilibrer un peu de temps en temps. Voilà, j'ai Dibimeter. T'as fait une pub pour Wow. Est-ce que t'es un gamer? Vous revenez ou je vous savate? Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. Et toi? À quoi tu joues? Je l'étais, mais j'avoue que c'est un peu parti. Mais c'est pas parti parce que j'ai voulu que ça parte. Je regrette que ce soit parti. Je me suis acheté No Man's Sky. J'ai jamais eu le temps d'y jouer. Je joue un peu sur mon téléphone de temps en temps parce que j'aime bien. J'aimais beaucoup les parties en LAN sur du RTS, un peu Age of Empires, quand on était en famille, qu'on jouait chacun dans une pièce et qu'on entendait gueuler parce qu'il y en avait un qui trahissait l'autre. Ça me manque un peu cette insouciance-là. J'ai pas vraiment le temps, j'ai fait une partie de Sea of Thieves il y a pas longtemps avec mes gamins. C'était pas mal. Je suis un peu moins gamer qu'avant, mais c'est avec chagrin. C'est pas du tout parce que je l'ai voulu. Tu viens de tirer une carte spéciale musique. T'es prêt? Mais je l'espère, les gars. Allons-y. Ce sera quoi le son de ton enterrement? Franz Lang, c'est un grand spécialiste du yodelay tyrolien. Donc, mise en bière, le truc arrive. Enfin, je ne sais pas le faire, évidemment, mais vous me passerez un bon Franz Lang. Je précise que pour mes obsèques, je n'ai qu'une seule requête, et je l'ai dit à mes enfants. Je voudrais être cramé, mes cendres dispersées, et je voudrais que vous les regroupiez après. Et ils savent qu'ils vont le faire, parce que là, ça les emmerde, ils disent « ouais, tu nous emmerdes avec tes conneries », mais ils seront tristes un peu quand je vais partir. À tous les coups, ils vont être un peu, voilà, machin, et ils vont dire « oh, si on lui rendait hommage et qu'on se démerdait quand même pour disperser ses cendres ». Et les remettre ensemble. C'est tellement... C'est le seul regret que j'aurais à mourir, c'est de ne pas assister à ça.
Il écoute quoi, Alexandre Astier, sous la douche? Je n'écoute pas de musique sous la douche. J'écoute pas de musique, en fait. Je n'écoute pas de musique parce que la musique, pour moi, c'est pas un truc qui peut être derrière quelque chose. Ça me prend la tête. Quoi que ce soit. D'ailleurs, dans les restaurants, des fois, ça m'empêche de manger. Je trouve que la musique, c'est un événement, la musique. J'ai du mal avec le fond sonore. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais qu'est-ce que j'écoute? Volontiers, un peu de tout et jamais beaucoup. J'écoute un petit peu de trucs, souvent pas en entier. Un petit peu, puis j'arrête. Et ça peut être alors là de tous les trucs. Je n'ai aucun snobisme vis-à-vis de rien du tout. J'écoute moins de choses vocales. J'écoute moins de trucs chantés. Tu dois supprimer un instrument de la surface de la planète. Lequel tu choisis? C'est dur, les gars. Alors, pour emmerder le monde, la guitare. Comme ça, vous serez obligé d'essayer autre chose. Alors, je supprime la guitare, mais pas John Scofield. John Scofield a le droit d'en garder une pour continuer à faire ce qu'il a à faire. Et pour pas emmerder le monde, et juste parce que c'est un instrument dont je ne sais que faire, mettons un instrument qui a disparu des orchestres, enlevons, parce qu'il est déjà quasiment enlevé, enlevons le serpent. Voilà. Je ne sais plus d'ailleurs quel compositeur, peut-être Berlioz a composé pour Serpent, j'en suis pas sûr. Mais bon, il y a plein d'instruments qui ont été petit à petit remplacés comme ça dans l'orchestre. L'orchestre comme il est aujourd'hui, c'est toujours un truc mouvant, mais maintenant, bon, je trouve que la composition d'un orchestre symphonique aujourd'hui, c'est super bien équilibré, on a de tout, on a tous les timbres, donc les instruments qui avec le temps ont été un petit peu plus rares et puis qui sont passés un peu de côté. L'octobasse, par exemple, l'octobasse, je crois qu'il y a que Berlioz qui l'utilise. C'est une contrebasse qui fait 3 mètres de haut. Tu la joues avec un clavier pour qu'il claque là-haut. Le mec, il est comme ça. Bon, c'est fun, mais il y a plein de musiques qu'on peut jouer sans octobasse. Selon Tom, notre cadreur, tu as créé ton propre ChatGPT. C'est quoi cette histoire? Mais non, j'ai pas créé mon propre ChatGPT. J'avais commencé à faire une intelligence artificielle sur base de quoi? Sur base de Claude? Je me souviens plus. J'avais envie de lui faire bouffer tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais écrit, et voir un peu ce qui sortait avec des demandes. Mais c'est un peu chiant à faire, c'est un peu long. Non, moi j'ai programmé une appli. C'est beaucoup plus simple que ça. J'ai programmé une appli en Python. Python, Shell, c'est un petit mélange des deux, qui me permet de travailler, c'est-à-dire que c'est un Python qui va fouiller dans mes dossiers de scènes, qui me les trie, qui me rappelle à quelle arche narrative elles appartiennent, les chronomètres bien sûr, qui me les remet dans l'ordre, qui me donne un petit peu les creux, les hauteurs, des durées, des choses comme ça, qui me sort des scripts, qui me sort les scripts protégés par nom de la personne qui doit le lire, avec un code... de protection avec un watermark. C'est une espèce de robot comme ça pour l'écriture de Kaamelott qui me raccourcit le temps et qui permettent que même fatigué, je ne fasse pas de bêtises ou que j'oublie rien. Voilà. C'est quoi son nom? Il s'appelle KV2 Robot.command. Il s'appelle .command parce que c'est ce qui permet à un Mac de l'ouvrir directement dans le terminal. Mais c'est un .py, c'est un Python. C'est quoi ta sonnerie de réveil? Ma sonnerie de réveil, c'est la plus douce du iPhone. Parce que le problème, c'est que je ne peux pas me réveiller autrement qu'en sursaut. C'est un souci, il y en a quelques-uns des comme ça, mais les gens autour de moi, quand ils ont à me réveiller parce que je me suis endormi quelque part, personne ne veut y aller. Ils se filent toujours la patate chaude parce que je suis limite à taper celui qui me réveille. Moi, on me touche, je suis comme ça. Et un peu comme ça aussi, bizarrement. Alors que on m'a jamais agressé dans mon sommeil, ça ne sert rigoureusement à rien. Mais pour moi, quand on me réveille, c'est qu'il y a un drame et qu'il faut taper quelqu'un. Ça n'a aucun sens, je le sais, et je m'en excuse. Mais du coup, mes enfants, ma compagne, ils veulent pas me réveiller parce qu'à chaque fois, ils sursautent eux aussi, du coup. C'est toujours très violent, j'ai le cœur à blablabla, mais je mets du temps à redescendre et tout ça. Donc le réveil sur le téléphone, il faut qu'il soit vraiment... Sinon, j'ai l'impression qu'il y a les pompiers, que je sais pas. Je suis un garçon inquiet, que voulez-vous. Voilà, c'est fini.
toutes les cartes ont été lues, j'ai répondu à tout, j'ai trié ma défausse par couleur, et vous pouvez vérifier, tout est là. Rendez-vous donc le 22 octobre pour la sortie de Kaamelott, second volet, première partie. La seconde partie, ce sera novembre d'après. Il faudra être un petit peu patient parce que ça se finit un peu brutal. Hein. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pas si grave en fait. C'est un film en fait. Voilà. Faut qu'on construise l'huile d'olive dans l'eau des pâtes. Ça sert pas à grand chose l'huile d'olive dans l'eau des pâtes. Et c'est simplement, si tu mets de l'huile d'olive dans l'eau des pâtes, c'est quand tu sors les pâtes, à condition que tu les sortes et que tu les essores pas, en fait, elles prennent elles s'imbibent d'huile à la sortie parce que l'huile est en surface dessus. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Le sel, tu peux en mettre, mais après, faut laisser bouillir sans sel d'abord, faut du sel après. Faut enlever au moins 1 minute au temps qu'il y a sur le paquet, parce qu'il faut manger les pâtes très dures. Il faut manger des pâtes qui ont levé lentement, manger des bonnes pâtes. Moi, je ne vais pas donner des marques, mais il faut mettre un peu de blé dans les pâtes parce que ça vaut le coup, ça se digère mieux, ça fait moins grossir parce qu'il y a moins de gluten dehors. Les protéines sont... Il faut regarder le taux de protéines derrière le paquet de pâtes. Il faut qu'il soit le plus élevé possible, au moins 14 grammes. Il est sur marmiton, j'adore ce qui est en train de se passer. C'était pas prévu tout ça. Non, mais vous me lancez sur la bouffe italienne, les gars. Au bout d'un moment, il faut assumer. Hein.